Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de From K to M pour la série Pensée monotone. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on lance une newsletter spécialisée et comment la faire grimper à plusieurs centaines, voire milliers d'abonnés assez facilement. Alors, pour commencer, je voulais parler des newsletters que j'ai déjà lancés. La première newsletter que j'ai lancée s'appelait Better Toolbox. On a atteint à peu près 1 million d'abonnés en environ 6 mois. On l'a fait pendant le confinement. C'était de la curation de contenu. On partageait des outils no-code pour les entrepreneurs et les aider à être plus efficaces dans leur travail au quotidien. On avait à peu près 50% de taux d'ouverture et des taux de clic autour de 8 à 10%. Je l'ai faite avec Alexia Charbonnier, euh, qui co-écrivait, faisait la stratégie, etc. avec moi. Et on a commencé la newsletter en ayant 150 abonnés avant d'envoyer le premier épisode. Et du coup, on a mis en place plusieurs stratégies pour acquérir les abonnés. Et c'est la première fois qu'on comprenait un truc qui était que quand on monte un produit, et notamment là, la newsletter, le plus dur, c'était pas de faire la newsletter et de faire un contenu de bonne qualité, mais c'était de trouver les abonnés et qu'en fait, on n'avait pas besoin de newsletter pour trouver les abonnés. Donc, le fake it until you make it. Ensuite, la deuxième newsletter que j'ai aidé à lancer, donc cette fois-ci, j'étais pas rédacteur, j'étais juste sur l'architecture initiale et la stratégie initiale de la newsletter. C'était pareil de la curation pour des emballages éco-responsables qui était fait avec Laura De Oliveira, euh, qui a fait environ 450 abonnés en à peu près 6 mois, taux d'ouverture de 65%, et il n'y avait pas forcément les trucs à cliquer, donc pas forcément de taux de clic. Et ça, par contre, c'est un bootstrap manuel, c'est-à-dire qu'on avait une stratégie assez simple. C'est on contactait des gens du secteur sur LinkedIn et on leur demandait si ça les intéressait de s'abonner à notre newsletter. Et ça a fait les 450 abos comme ça, à la main, 10 minutes par jour. Alors, qu'est-ce qui est important de faire quand on veut monter une newsletter spécialisée, que ce soit pour un business ultérieur, que ce soit pour son personal branding ou juste par ennui? Il faut savoir quel thème on va aborder et sous quel prisme on veut l'aborder. Est-ce qu'on veut l'aborder comme un expert ou comme un novice? Et à qui on veut s'adresser, dans quel objectif, quel est le message qu'on veut faire passer derrière. Donc si on reprend l'exemple de Better Toolbox, on voulait adresser le thème des outils no-code, se positionner comme des experts ou en tout cas des gens qui connaissaient beaucoup d'outils sur d'outils no-code et une longue veille qui avait été faite sur Product Hunt, à quelle cible des entrepreneurs dans l'objectif de les rendre plus efficients. Donc tout notre travail de rédaction et tout notre travail de curation avait pour but de montrer aux entrepreneurs comment ils pouvaient utiliser tel outil pour améliorer leur travail dans tel ou tel domaine. Et c'est vraiment important de trouver son thème dans un premier temps, savoir si on est expert ou novice, quelle cible, quel objectif, et de l'écrire et de le garder tout au long de la construction de sa newsletter. Ensuite, il faut pouvoir trouver son format. Donc, nous, on a fait de la curation parce qu'on n'avait pas une grosse envie d'écrire ni une grosse appétence avec l'écriture. Donc, on faisait de la curation, on prenait des informations qu'on allait à gauche à droite, qu'on centralisait et qu'on permettait de rendre accessible à un plus grand nombre. Donc, on avait vraiment ce travail. Mais il y a des gens qui sont très bons dans la rédaction, dans la création, ou qui veulent juste partager leurs pensées, un peu comme je fais avec les schémas monotones. Et donc, c'est un peu les deux gros modèles. Après, il y en a d'autres, mais je vous laisserai chercher et puis les créer si jamais vous les avez créés. Une fois qu'on a trouvé son format et qu'on se concentre vraiment sur quelque chose qu'on sait bien faire, plutôt qu'essayer un format sur lequel on n'est pas à l'aise juste parce qu'on veut tendre vers ça, il faut apprendre à écrire, donc on fait des newsletters, et en fait, écrire, c'est quelque chose de presque inné. Il faut réussir, en tout cas selon moi, pour une bonne newsletter, à recréer l'engouement et l'enthousiasme qu'on a quand on parle des sujets qui nous passionnent à l'oral et à nos proches. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est presque inné, c'est que souvent quand on commence à se mettre à l'écrit, avec l'école, on a appris les rédactions, les beaux mots, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qui est fluide.
il faut se rapprocher au plus du langage parlé quand on fait ce genre de newsletter pour créer une relation et avoir une lecture de la personne qui ouvre votre mail comme si vous lui parliez à l'oral. Et du coup, ça va faire une écriture qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à suivre pour vos lecteurs. Ensuite, un truc qui est important mais qui est souvent négligé, c'est que si vous faites une newsletter trop formelle, vous allez faire chuter directement vos taux d'ouverture, vos taux de clic et l'engagement de vos personnes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'exemples de newsletters qui sont des newsletters faits par des entreprises et qui sont trop cadrés, trop stricts, et derrière, on n'a pas forcément les stats qui sont associés. Il faut savoir que les grosses entreprises, quand elles font des newsletters et qu'elles arrivent à avoir déjà 20% de taux d'ouverture et un peu d'engagement, on les prend pour des rockstars. Le truc que nous, on a pu voir, c'est que on avait des taux d'ouverture et de l'engagement qui étaient stratosphériques par rapport à ce qui se faisait sur le marché en moyenne. Après, il y a les très bons blogueurs et les gens qui savent, qui sont professionnels de newsletter et qui le font beaucoup mieux que nous, qui avaient encore des stats plus élevés. Mais quand on a commencé à partager un peu nos stats et les taux d'ouverture, on s'est rendu compte que le marché était foncièrement nul dessus. Et que, en plus, quand on fait une newsletter et qu'on veut acquérir des gens auprès de notre passion, de notre cause ou de notre objectif, on parle à des personnes, pas à une audience. Et les newsletters formelles, souvent, elles parlent à des audiences. Donc, elles deviennent impersonnelles, les gens ne se retrouvent pas dedans et vont avoir du mal à les lire ou en tout cas vont faire passer leur lecture au second plan. Et ensuite, sur son format, il faut trouver une fréquence, être régulier pour que les gens aient un rendez-vous de votre newsletter auquel on peut se tenir et auquel est une fréquence qui est pertinente pour la cible qu'on a. Donc, il y a des gens qui vont faire des newsletters quotidiennes, il y en a qui vont être hebdo, il y en a qui vont être bi-hebdo, bimensuel, etc. Il faut trouver un format sur lequel vous pouvez vous tenir, un format sur lequel que vous êtes prêt à tenir sur le long terme aussi. Il ne suffit pas d'avoir un format qui est adapté à quand on est motivé, il faut avoir un format qui tient sur la durée pour que les gens aient un rendez-vous et que les personnes qui s'abonnent à votre newsletter sachent à peu près quand est-ce qu'elles vont recevoir une nouvelle information de vous et créer des habitudes et rentrer dans les habitudes des gens. Ensuite, il faut travailler sa marque. C'est ultra important de travailler sa marque quand on a une newsletter parce que souvent, le nom de la newsletter ou l'accession à la newsletter, ce pas les choses que les gens vont retenir. Ils vont retenir la marque que vous avez construite, l'univers que vous avez construit, et c'est comme ça qu'ils vont le décrire pour essayer de retrouver le nom de votre newsletter. Donc, pour travailler sa marque, il faut trouver un nom qui soit au moins stylé pour vous, pour que vous puissiez le répondre et que les gens puissent retrouver votre newsletter en tapant sur Internet. Il faut choisir ses couleurs pour avoir un style homogène dans sa communication et pouvoir développer un univers. Il faut choisir ses polices de caractère, donc ses fontes. Il faut trouver un truc qui est très important, c'est le ton de votre newsletter. Il faut que vous puissiez personnifier un peu votre newsletter pour savoir avec quel ton elle va parler aux gens et avoir un ton qui est constant et qui permette d'identifier votre newsletter. Si par exemple vous voulez pour avoir des newsletters comme celle de Johan Lopez qui ont un ton assez familier, ordinaire et qui a pour but de décomplexifier de simplifier les finances personnelles pour tout un chacun. Et du coup, avec le ton qu'il a sur sa newsletter, on sait un peu avec quelle posture et dans quel état d'esprit il va écrire sa newsletter. Et c'est quelque chose qui plaît énormément chez lui et qui fait qu'aujourd'hui, grâce à son branding et à son ton, il atteint des scores qui sont vraiment phénoménaux dans la newsletter. Et du coup, si ça vous intéresse, il y a des informations sur comment on construit une marque avec les Minimum Viable Brand. Donc, typiquement, nous, on avait trouvé le nom, Better Toolbox, on avait nos couleurs qui étaient des couleurs un peu jaune, orange, bleu. On avait des fontes, une fonte qui était assez ronde qui s'appelait Poppins, et on avait un ton qui était très amical pour casser justement cette barrière avec nos lecteurs, et ce qui faisait que derrière aussi nos lecteurs nous envoyaient soit des emails de remerciement, soit des outils qu'ils avaient rencontrés et qu'ils voulaient nous partager. Mais en tout cas, ça a engagé la discussion avec nos lecteurs, ce qui nous permettait d'avoir un engagement fort de notre audience
et de pouvoir avoir des opportunités qui sont dégagées. Ensuite, le truc le plus dur, ça va être de lancer son premier épisode. Entre le moment où on se dit qu'on veut faire une newsletter spécialisée et le moment où on veut la faire réellement, le plus dur souvent c'est de lancer le premier épisode. Donc pour ça, un truc assez simple, c'est qu'il faut écrire le premier épisode et le publier le plus vite possible avant que les doutes s'installent et ensuite le partager avec son entourage, sa cible. Il faut que le schéma que vous mettez en place pour créer votre blog soit le plus simple possible. Une fois que vous avez écrit le premier épisode, le deuxième épisode, le troisième épisode, et que vous avez une audience qui grossit, là, vous travaillerez à la complexifier. Donc pour ça, un outil qui est assez pratique, c'est Substack. Je vous mettrai le lien en description, qui vous permet de créer des newsletters assez simplement. À partir du moment où on sait utiliser Word, on sait créer une newsletter globalement avec Substack, et qui vous fait blog aussi en même temps. Donc c'est vraiment très efficace pour ça. Il faut vraiment se forcer à lancer le premier épisode et ensuite, on peut s'en servir dans sa prospection. Typiquement, avec GreenPike, ce qu'on faisait, c'est qu'on a écrit le premier épisode qui permet de cadrer le ton, le format, la marque et l'objectif de ce qu'on veut faire. Et on allait sur LinkedIn en parlant à des gens, en leur disant, bah voilà, on a écrit un newsletter sur les emballages éco-responsables. Est-ce que ça vous intéresse? Au passage, voici le premier épisode pour vous donner une idée. Et derrière, hop, on faisait à peu près 20% de conversion. Donc ça veut dire que 20% des gens qu'on contactait allaient s'abonner ensuite à la newsletter. Et du coup, parfaite transition pour faire de la prospection. Donc au début, il faut essayer de trouver les gens un par un. C'est compliqué d'avoir des recettes miracles qui font que votre newsletter, personne ne la connaît et tout à coup, tout le monde la connaît et elle a un processus viral important. Il faut trouver les gens à la main et les convaincre un par un, c'est vraiment important. Et vraiment, avant 100 personnes, ça sert à rien de faire de l'automatisation, vous allez perdre du temps. Parce qu'il faut savoir que, qu'au final, ça va plus vite de copier-coller 100 fois le même message sur LinkedIn à 100 personnes dont on est sûr qu'elles sont dans la cible, que d'automatiser le process pour l'envoyer à 1000 personnes, ou si jamais on fait une erreur, ou si on a mal défini notre cible, on va spammer des gens pour rien, et on va risquer de se faire ban. Donc nous, on écrivait un message, on l'étayait sur 20, 30, 40 personnes, et puis en fonction de la réponse, on adaptait. Si on nous remontait des fautes d'orthographe ou en discutant avec les personnes qu'on avait contactées, on se rendait compte qu'il y avait de meilleurs arguments qui marchaient mieux, hop, on réadaptait le message, et ainsi de suite. Tous les jours, se forcer à faire un petit peu d'acquisition, c'était pas mal. Donc ça peut être via LinkedIn, ça peut être via Facebook, en allant sur des groupes spécialisés de la thématique qu'on essaye de traiter, ça peut être en allant à des soirées, en parlant avec des gens autour de soi, en envoyant des mails à des gens qu'on connaît déjà et qu'on a déjà dans nos contacts, etc. Ou en faisant des podcasts, du média, plein de leviers pour ça. Et surtout, vraiment retarder la phase d'automatisation pour, une fois qu'on sait qu'il y a un truc qui fonctionne et qui fonctionne bien, essayer d'automatiser notre acquisition. Il faut savoir aussi que sur l'acquisition, on a une viralité qui est assez faible dans la newsletter. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément le réflexe de transmettre la newsletter et une fois qu'elle est transmise, de s'abonner à la newsletter parce qu'ils aiment bien le contenu. Donc, il ne faut pas trop compter sur les effets de viralité et vaut mieux avoir une newsletter qui parle d'un certain sujet, pouvoir potentiellement faire un petit condensé ou un petit résumé à poster sur des réseaux sociaux qui, eux, ont des algorithmes de viralité assez importants. Ensuite, il faut créer des liens et il faut vraiment avoir un engagement qui est le plus fort. Plus l'engagement est fort, plus la fondation de la newsletter sera importante et plus vous aurez des mini-ambassadeurs qui pourront relayer votre newsletter et la faire croître. Et donc pour ça, le moyen le plus simple, c'est de parler avec ses lecteurs, soit en leur envoyant des mails en plus, soit en les rencontrant, soit en essayant de les appeler, soit en faisant une newsletter qui laisse une ouverture pour que les gens vous répondent. Et du coup, l'un des premiers trucs qu'on a mis en place, c'est qu'on permettait de faire des sondages directement à travers la newsletter. On mettait des petites ouvertures pour que les gens nous répondent et on répondait systématiquement à tout le monde, ce qui permettait d'avoir un fort engagement parce que quand il y a une newsletter que vous lisez depuis plusieurs mois et que vous voulez interagir avec l'auteur et qui vous répond, ça vous donne une certaine satisfaction et ce qui fait que vous êtes de plus en plus engagé dans la newsletter.
Et aussi un truc qu'on faisait pour créer du lien, c'était de tout le temps tester et trouver des opportunités, des axes d'amélioration et pouvoir en discuter avec les gens qui nous lisent pour à la fois les engager et à la fois prendre des choix les plus pertinents possibles. Ensuite, il va falloir programmer son évolution. Donc, quand vous avez au début une newsletter qui commence à grandir en termes d'audience, donc de personnes abonnées, de lecteurs, que vous avez commencé à trouver votre recette et que ça avance, il faut commencer à écrire sa newsletter avec un peu d'avance qui vous permettra de tout le temps être à l'heure dans le rendez-vous que vous essayez de créer. Donc, écrivez vos newsletters avec un peu d'avance. Au début, un email d'avance, ce qui vous permet de tout le temps être à l'heure dans la livraison, mais pas trop d'avance. Max 2 à 4 emails, parce que si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre format ou vous voulez le réadapter, et que vous avez trop d'emails d'avance, vous allez être tenté de ne pas vouloir les jeter et donc vous allez vous réadapter beaucoup trop tard. Donc pour rester réactif, il faut pas trop d'emails d'avance, mais un peu pour pouvoir rester à l'heure. Ensuite, les business models autour de la newsletter spécialisée. Soit vous avez un business et ça vous sert de canal d'acquisition et du coup c'est assez simple. Soit il y a trois grands principes, c'est le sponsoring, les épisodes payants et l'affiliation. Mais ça, si on n'a pas des grosses audiences, souvent c'est pas ultra pertinent et ça rapportera pas des montants qui sont significatifs. Donc, pour résumer, il faut trouver le média et le canal d'acquisition qui est le plus simple pour vous et le plus accessible. Derrière, il faut trouver le bon thème, bonne cible, bonne audience, etc. Le bon format. Et ensuite, c'est une boucle entre écrire, trouver des lecteurs. Et en fait, vous n'allez jamais pouvoir seulement vous concentrer sur écrire ou seulement vous concentrer sur trouver des lecteurs. Il va toujours falloir faire ce mécanisme en boucle. Voilà, encore une fois, si jamais vous avez des questions ou vous voulez me contacter pour X ou Y raison, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou directement en commentaire de cette vidéo. Si vous aimez le format, n'hésitez pas à mettre un like pour me dire que c'est un format que vous aimez et m'encourager à continuer dans cette voie. Et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous ne mettez pas la cloche, vous n'allez pas être notifié. Donc vous vous abonnez, vous mettez la cloche et comme ça vous avez des notifications à chaque fois que je sors des vidéos. C'était Alex pour From K2M. Salut!